On m'a appris à remettre en doute ce qu'on me donnait à manger. Et c'est pourquoi j'ai envie de faire cet épisode, parce que je le trouve extrêmement d'actualité. Comment des personnes ordinaires peuvent glisser, presque sans s'en rendre compte, dans une forme d'endoctrinement collectif. C'est un épisode qui va t'éveiller à la vigilance, à développer ton libre arbitre et donc ta souveraineté intérieure. L'expérience que je vais t'expliquer se passe dans un lycée en 1967 en Californie avec un professeur d'histoire et sa classe qui s'appelle Ron Jones. À ce moment-là, donc en 67, ce professeur Mr. Jones explique la montée du nazisme à sa classe. Et là, un élève lui demande « Mais comment se fait-il que les Allemands ont suivi Hitler sans se révolter ?» Et là, le professeur Mr. Jones, au lieu de répondre de manière théorique à cette question, il décide, sans les tenir informés, il décide de faire une petite expérience. Eh bien, le premier jour, il impose une discipline stricte. Il leur demande d'avoir une position assise, bien droite, de se lever quand ils parlent, d'avoir des réponses rapides. Et il se rend compte, étonnamment, que les élèves suivent ce format. Au deuxième jour, il introduit un espèce de slogan. Strength through discipline. La force par la discipline. Et en fait, il modifie, avec l'aide de ses élèves, il modifie ça en strength through community. La force par la communauté. Ce qui se passe, c'est que les élèves, ils commencent à se sentir unis, fiers d'être unis. Ils se sentent spéciaux. Le jour 3, ils créent ensemble, tout ça se fait ensemble, le professeur et la classe. Ils trouvent un espèce de salut officiel, un geste de la main, qui va aller avec le nom de leur mouvement. Donc ça s'appelle The Third Wave, le nom de leur mouvement, donc la troisième vague. Et donc, au bout du troisième jour, les élèves se reconnaissent entre eux par ce salut, même en dehors de la classe. Et certains commencent même à dénoncer ceux qui ne respectent pas les règles. Le jour 4, le mouvement commence vraiment à prendre de l'ampleur. Plus de 200 élèves veulent rejoindre la communauté, le groupe, sans même savoir vraiment pourquoi et qu'est-ce que c'est que ce groupe. Mais ils veulent en faire partie parce qu'il y a quand même un espèce de... Ça a l'air trop cool d'être dans ce groupe-là. Pendant ce temps-là, les élèves en dehors de la classe se voient et voilà, se sentent unis, se sentent appartenir à un groupe fort. Et donc, il y a cette espèce de collectif qui apparaît où les faibles deviennent des personnes importantes parce qu'appartenant à cette communauté. Et donc la différence qui les séparait du groupe avant devient une force puisqu'ils sont tous ensemble. Et puis il y a même des élèves qui deviennent un petit peu des gardiens de l'ordre. Voilà, il y a des têtes fortes qui se séparent du groupe et qui deviennent un peu ceux qui vont imposer aux autres les règles du groupe. Et puis au jour 5, le professeur, Mr. Jones, va révéler la vérité. Il va leur expliquer qu'en fait c'était une simulation, grandeur nature, qui leur a fait vivre une expérience. Et qu'il n'y avait absolument pas de mouvement derrière ça. Mais que sous l'effet de cette communauté bienveillante, eh bien, ces élèves-là avaient perdu leur esprit critique. Et ils avaient complètement accepté une idéologie autoritaire. Pourquoi je te parle de ça ? C'est parce que cette expérience, elle est certes vieille, elle n'est pas tout à fait récente, mais en fait, ce que Ron Jones révèle à ses élèves, c'est exactement ce qu'on peut voir partout autour de nous en 2025. Bien sûr, les formes sont différentes, mais le mécanisme est le même, celui d'un collectif qui attire, qui rassure, et qui finit par avaler notre libre arbitre. Aujourd'hui, on nous impose peut-être pas un salut ou un uniforme, mais si tu regardes bien autour de toi, on est happé par la consommation. On veut acheter toujours plus, pour prouver qu'on existe, qu'on a de la richesse, qu'on a le dernier iPhone, qu'on a le dernier sac à main. On veut se sentir appartenir à un groupe. On est séduit par le développement personnel ou la spiritualité à tout prix. On veut suivre des méthodes, des coachs
des règles de vie, sans même parfois se demander si ça nous correspond vraiment. On est noyé dans la politique, dans les idéologies collectives. Faut choisir un camp, faut se ranger derrière une opinion bien tranchée, parfois sans nuancer l'opinion. Et donc, comme les élèves de Ron Jones, on court le risque de confondre appartenance et vérité, de suivre par besoin de sécurité ou de reconnaissance, plutôt que par choix conscient. Et c'est là qu'elle réside l'invitation de cet épisode. C'est de retrouver notre souveraineté. Ça ne veut pas dire rejeter le collectif, mais rester éveillé dans le collectif. Garder notre discernement. Parfois aussi, oser nager à contre-courant, si c'est aligné avec nous-mêmes. Parce que les vagues, elles existent encore aujourd'hui. La question, c'est est-ce que je me laisse emporter par elles ou est-ce que je choisis la direction de ma propre traversée? Et c'est tout ce qu'on va voir dans cet épisode. Et si tu osais enfin écouter la voix qui chuchote en toi depuis si longtemps, celle qui te dit qu'il est temps de ralentir, de te retrouver et de t'aimer. Bienvenue dans le podcast Celle qui suit, un podcast qui t'invite à reprendre ton pouvoir et à te reconnecter à ta véritable essence. Je suis Jenna, thérapeute holistique et exploratrice de l'âme humaine. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes à travers la guérison des traumas, la reconnexion au corps et la libération des blocages inconscients. Dans ce podcast, je te partage mes réflexions, mes expériences et des outils concrets pour t'aider à revenir à toi tout en douceur. Dans Celle qui suit, on parle d'amour de soi, de régulation du système nerveux, de blessures du passé, mais aussi d'intuition, de mouvement et de tout ce qui peut nous aider à vivre plus alignés et libres, parfois en solo, parfois avec des invités. Je t'invite à un voyage intérieur pour explorer ta vérité, au-delà des injonctions et des croyances limitantes. Alors si tu ressens l'appel de cette reconnexion à toi, abonne-toi au podcast et rejoins-moi chaque semaine pour une nouvelle exploration. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Celle qui suit. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait d'épisode en solo. Alors il s'est passé beaucoup de choses, je suis partie en vacances, j'ai interviewé plein de femmes extraordinaires qui nous ont raconté leur histoire et leur compréhension. Aujourd'hui je reviens avec un épisode un petit peu coup de gueule. Il se passe beaucoup de choses dans le monde et je pense que la liberté, elle se trouve d'abord dans notre manière de penser. D'ailleurs, l'histoire, les histoires, les films, les livres nous racontent combien de personnes ont réussi à être libres par leur esprit malgré leur enfermement physique. Voilà, en exemple, je peux te citer ce film de La vie est belle, où ce père en fait tourne en dérisoire le fait qu'il soit enfermé dans un camp de concentration pour préserver son fils. Il y a aussi un rapport américain qui montre 2 Américains ont été pris en otage par des extrémistes musulmans, donc je ne me rappelle plus quel fantastique groupe ce fut. Mais ces 2 hommes donc ont été enfermés, privés de lumière, de contact, et ils ont été tous les 2 libérés au même moment. Donc ils ont été enfermés au même moment, prisonniers, et libérés au même moment. Et en fait, on s'est rendu compte que un n'avait pas de syndrome post-traumatique, et l'autre oui. D'ailleurs, ça s'est très mal terminé pour lui, puisque un a cramé tout son argent et est tombé dans l'alcool, etc. Et je crois s'est suicidé par la suite, malheureusement. Et l'autre n'a absolument pas de séquelles du syndrome post-traumatique. Et donc les scientifiques, des chercheurs, se sont interrogés comment ça se fait que, ayant vécu la même expérience traumatisante, l'un s'en sort et l'autre non. Et en fait, la personne, l'homme qui s'en sort, explique que tous les jours, il voyageait par l'esprit dans sa ferme et tous les jours, il maintenait mentalement son rituel dans sa ferme. Donc tous les jours, par l'esprit, il sortait de chez lui, il buvait son café, il embrassait sa femme, il allait nourrir ses poules, il allait traire ses chèvres, puis ses vaches, il allait au champ, etc., etc. Et en fait, tous les jours, il suivait par l'esprit le même rythme qu'il aurait eu
physiquement dans sa ferme. Et ça l'a aidé à ne pas devenir fou, en fait. Et ce mec-là s'en sort, voilà, sans aucune séquelle. Et donc c'est exactement ce que j'ai envie de développer dans cet épisode, c'est que on peut être libre par l'esprit. Alors je vais développer plusieurs sujets, puisque je pense qu'à mon avis, tout est relié, que tout est... On ne peut pas considérer une chose sans considérer toutes les autres choses qui vont interagir avec elle. La politique, aujourd'hui, elle peut exactement fonctionner comme The Third Wave de Ron Jones, mais sous une forme beaucoup plus subtile. Les partis, les idéologies, les mouvements politiques, ils offrent un sentiment d'appartenance, donc un sentiment de sécurité. Parce qu'ils disent, en fait, si tu es avec nous, bah tu es protégé, tu sais où tu vas. Il y a aussi cette idée où tu sais quoi penser. Mais ce sentiment de sécurité, il peut facilement étouffer la pensée critique. Parce que quand tout est binaire, pour ou contre, noir ou blanc, eh bien, c'est hyper difficile de rester nuancé. D'exprimer une opinion qui est différente. Ou de poser des questions qui sont inconfortables. Parce que dans le mouvement dans lequel tu es, il y a des choses dont on ne parle pas. C'est ça que fait le communautarisme. Il y a des sujets qui sont éliminés automatiquement parce que décrits comme étant des sujets tabous, ça peut être tacite aussi, hein, ça peut ne pas être exprimé, mais en fait, entre les lignes, tu sais qu'on ne parle pas de ces sujets-là, on ne fait pas ces actions-là, voilà. Et les campagnes médiatiques, les réseaux sociaux, souvent amplifient cette pression. Les likes, les partages, cette espèce d'approbation sociale fait qu'on adopte des opinions, des comportements de groupe pour ne pas être rejeté, pour ne pas être marginalisé. Parce que le but ultime, c'est toujours ça. Le fait d'appartenir à un groupe fait que tu reviens à tes instincts de survie. Je te rappelle que nous sommes des animaux sociaux. C'est instinctif. Nous savons que nous devons appartenir à un groupe. Nous avons besoin du groupe pour survivre. Et dans cette idée-là, instinctive, nous allons suivre les mouvements du groupe, les pensées du groupe, pour ne pas être exclus. Puisque l'exclusion signifie la mort de manière inconsciente. Être rejeté du groupe signifie la mort. Donc nous allons suivre des pensées, des actions, sans parfois trop se demander pourquoi on le fait. Juste parce que c'est instinctif. En fait, c'est un réflexe animal, un réflexe de survie. Le piège, comme pour les élèves de Ron Jones, c'est qu'on peut se retrouver à défendre des idées qu'on n'a peut-être pas pleinement comprises, ou dont on n'a peut-être pas tout à fait intégré tout ce que ça implique. On peut juger, on peut exclure ceux qui sont pas comme nous, même sans s'en rendre compte. Et ça, c'est ça que je vois, en fait. Et c'est pour ça que je veux faire cet épisode un peu coup de gueule. Je vois dans beaucoup de groupes, peu importe les groupes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient idéologiques, qu'ils soient religieux, beaucoup de personnes vont exclure ceux qui sont différents, en fait. Et c'est ça qui se produit. C'est que c'est un peu le truc de diviser pour mieux régner, tu vois. Quand on est divisé, on n'est pas ensemble, évidemment. Merci Jenna. Mais du coup, on est moins fort. Et surtout, on perd la connexion avec notre propre vérité. Parce que quand on suit le collectif, ça devient plus confortable que de réfléchir par soi-même. De défendre des idées qui sont peut-être pas exactement les nôtres, mais il y a toute une série d'arguments, de réponses automatiques qui ont été pensées par les leaders du groupe, qui fait que du coup, ça efface un petit peu nos opinions à nous qui sont beaucoup plus nuancées. Par exemple, on voit très bien qu'avec la guerre en Ukraine, en France, il y a clairement un pris parti. Il y a les méchants, les Russes, et les gentils, les Ukrainiens. C'est un discours qui est binaire. Les gentils, les méchants. Sauf que
Admettons, si tu prends le point de vue russe, eux, ils vont avoir un autre point de vue. Et si tu prends le point de vue ukrainien, il y aura encore un autre point de vue. Et si tu prends le point de vue européen, il y aura encore un autre point de vue. Et si tu prends le point de vue américain, il y aura encore un autre. Et le point de vue français, encore un autre. Donc en fait, tu vois bien que, suivant le groupe auquel tu appartiens, les points de vue sont différents. Et cette binarité vacille, change de camp. Puisque selon d'où tu parles, eh bien, le méchant, c'est l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant et c'est pour ça que j'aime la géopolitique. Parce que, en fait, tu vois que déjà, il n'y a pas de méchant ou de gentil. Il n'y a que des intérêts. Et ce qu'on essaye de nous faire croire dans la politique française aujourd'hui, c'est que nous sommes les gentils et tous les autres, contre nous, sont les méchants. Mais non, en fait, il n'y a que des intérêts. Et peut-être que aujourd'hui, l'intérêt de tel pays n'est pas vers un autre pays, et peut-être que dans 5 ans, ce sera différent. Et là, d'ailleurs, la pensée sera retournée. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'en fait, on retourne, nos gouvernants retournent les pensées suivant leurs intérêts. Et après, ils te font croire que c'est parce que lui est devenu méchant, ou parce qu'ils ont fait ceci ou cela. Mais en fait, non. C'est que les intérêts du pays ont changé. Donc, le méchant a changé. C'est pour ça que je t'invite à t'interroger et à remettre en question toujours. Est-ce que celui qu'on te présente comme étant le méchant aujourd'hui l'était hier? Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de reconnaître, d'identifier quel pouvoir le collectif il a sur toi. Quelle influence il a sur toi, sur tes pensées, sur ta manière de discuter, de parler, d'interagir avec les autres. D'identifier les moments où tu agis par peur du rejet, avec ce besoin d'approbation, plutôt que par un choix conscient de tes opinions. Comment est-ce que tu pourrais retrouver ta liberté intérieure, même dans la sphère politique, en gardant un esprit critique, qui est actif, c'est-à-dire en osant même remettre en question tes propres opinions. Peut-être que hier tu pensais noir et qu'aujourd'hui finalement tu penses blanc. Et c'est ça aussi la liberté et la souveraineté. C'est savoir reconnaître que peut-être toi aussi tu as eu tort. Et peut-être que demain tu penseras encore différemment. Parce que tu auras d'autres informations qui vont te parvenir. Et ça, c'est notre responsabilité personnelle. En tant qu'individu, puis en tant que groupe, puis en tant que peuple. C'est de remettre en question le discours. Et je te parle de la politique, mais ça marche dans tous les sujets. Pour la spiritualité, c'est exactement pareil. Le développement personnel, les coachs, etc. C'est exactement pareil. Aujourd'hui, pour le développement personnel, c'est pareil, il est partout. Dans les livres, dans les podcasts, dans les formations, dans le coaching, dans les programmes en ligne. Et comme pour les élèves de Ron Jones, il y a un risque d'adhésion aveugle. Beaucoup d'enseignements promettent le bonheur, la réussite, les 10 000 cas, la transformation rapide. Et donc ça te crée un besoin de suivre la méthode plutôt que de t'écouter toi-même. On suit des règles, des pratiques à la lettre, sans questionner si elles conviennent vraiment. Parce que ce qui a réussi pour moi ne va peut-être pas réussir pour toi, parce que tu es différente, parce que nous ne sommes pas nés au même endroit, dans la même famille, nous n'avons pas eu la même éducation, nous n'avons pas eu les mêmes expériences de vie, nous n'avons pas les mêmes blessures, les mêmes traumatismes. Et alors le piège, c'est qu'on va se perdre dans la comparaison constante. La course à l'optimisation de soi. On va développer de la culpabilité, du jugement envers soi-même. Parce que nous, on suit pas les règles. Parce qu'on n'avance pas au même rythme que la voisine. Voilà, parce qu'on n'en est encore que là. On perd le contact avec son intuition, avec ses besoins réels. On suit ce qui est censé fonctionner pour tout le monde, sauf que nous ne sommes pas tout le monde, nous sommes uniques. Et donc, ce qui, moi, m'a pris 6 mois, peut-être toi, t'en demanderas 2.
Et ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition. Le vrai développement personnel, c'est de suivre ta vague à toi. Apprendre à surfer ta propre vague. Et c'est ça qui peut faire peur. C'est qu'à la fois, nous sommes dans une société individualiste, mais je dirais individualiste collective, pardon. C'est qu'à la fois, on veut pas sortir du groupe. On veut quand même rester dans le groupe. Même si on nous apprend à tout pour ma gueule, et moi, et voilà, et tant pis pour les autres, ils peuvent crever. On nous apprend ça, l'individualisme. L'individualisme, c'est le capitalisme, c'est le mondialisme. Donc ça va avec, de toute façon. C'est ma gueule et moi, quoi. Et bien là, pour le développement personnel, moi, je t'invite à penser à ta gueule, quoi. À toi. Mais que je te le dis ça de manière un peu vulgaire, mais c'est qu'en fait, toi, t'es unique. Donc peut-être que toi, t'as besoin de respirer que 10 minutes. Mais par contre, t'as besoin de faire beaucoup de shaking. Voilà, parce que t'as beaucoup d'énergie. Peut-être que toi, lire les livres, ça va pas t'aider. Parce que t'as besoin d'action. T'as besoin de rentrer physiquement les enseignements dans ton corps, tu vois. Et ça fait peur parce que ça veut dire sortir du groupe. Ça veut dire penser en dehors des boîtes. Ça veut dire écouter ses ressentis, ses limites, ses besoins. Mais d'abord, savoir les identifier. Parce que les écouter, c'est bien beau. Mais moi, tu m'avais dit ça il y a 10 ans. Ok, j'écoute, mais je ne savais même pas ce que j'entendais. Parce que je ne savais pas nommer mes émotions. Je n'avais pas nommé toute la rage que j'avais en moi. Toutes les blessures que j'avais en moi. Donc d'abord, j'ai dû apprendre à nommer. Donc j'ai dû apprendre comme l'espèce de lexique. C'est quoi les émotions? C'est quoi la colère? Non, tu vois, j'ai dû apprendre tout ça. Pour pouvoir m'exprimer avec. Mais avant, c'est des mots que je maîtrisais pas. C'est comme si tu me donnes de l'allemand. Si tu veux, je peux te lire les mots en allemand, mais je capte pas un truc de ce que je suis en train de te dire. Je bip pas un mot, quoi. Eh bien, c'est exactement pareil. D'abord, on apprend le langage. C'est ce qu'on fait avec nos enfants. On leur apprend d'abord les sons, les langages, et puis ensuite ça fait des mots. Et puis ensuite avec des mots, on fait des phrases. Et ensuite avec ces phrases, on met du sens à ce qu'on veut dire. Mais d'abord, on apprend à parler. On s'exprime pas tout de suite. On apprend d'abord à parler. Et bien sûr, parlons de la consommation, comme vague contemporaine. Parce que la consommation, c'est pas seulement un acte pratique, c'est un mouvement collectif qui influence carrément nos comportements, nos désirs, notre identité. T'es plutôt, on l'a tous entendu ça. T'es iPhone ou t'es Android. Bon, pardon si je fais une erreur, mais t'as compris l'idée. Tu vois, t'es Xiaomi là, ou t'es Apple, quoi. C'est ça la question, tu sais. Genre, mais comme si c'était une identité. La publicité, les réseaux sociaux, les tendances, elles te créent un espèce de sentiment d'urgence, un manque que t'avais pas avant d'être au courant que ça existait. Parce que si t'as pas ça, genre t'es pas à jour. Tu n'appartiens pas à. Comme dans l'expérience de Ron Jones. Le mécanisme, c'est le même, c'est le besoin. Le besoin d'appartenance. Les règles implicites, la pression sociale, égale l'adhésion automatique. Et donc on finit par acheter, par consommer, par comparer, sans réfléchir si cela, ça nous sert vraiment, si ça va nourrir notre vie. Donc on a besoin de la dernière paire de pompes, du dernier téléphone. Combien de fois on m'a dit, et je pense que si tu es entrepreneuse dans le milieu du bien-être, mais je pense que ça marche dans beaucoup de domaines, combien de fois, donc tu as dû entendre cette phrase, « Ah, mais c'est trop cher !» C'est quelqu'un qui a le dernier iPhone à plus de 1000 balles, s'il te plaît, parce que notre curseur, il est poussé, mais pas au bon endroit. Donc d'avoir pour 1000 balles, peut-être même 2000 balles de fringues et de technologie sur nous, ça c'est ok. C'est
normal, hein, je n'aime pas ce mot, mais je l'utilise exprès. Par contre, dépenser 100 € pour une séance de psy, c'est cher. Et tu vois comment le curseur, hein, il bouge, comment le curseur, il se déplace. Money, money, making room for money. And, money, money, making room for money. Money, yeah. Et c'est ça aussi pourquoi je fais cet épisode. Parce qu'à mon avis, en bonne complotiste, pour moi, ça, donc c'est la mondialisation, hein, voilà, c'est de faire de nous des outils, de faire de nous des personnes qui ne pensons plus par nous-mêmes, mais qui consommons et qui travaillons pour consommer. Voilà, pour moi, le but ultime de la société qu'ils nous vendent. Quand je dis ils, je parle des ultra-riches, d'eux qui dirigent le monde, hein, puisqu'il faut bien être conscient, hein, que ce n'est plus du tout les politiciens qui dirigent le monde, ce sont les ultra-riches qui dirigent le monde, d'accord ? Donc après, quand t'es de gauche, de droite, de centre, de machin, d'extrême droite, d'extrême gauche, ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, ce sont les ultra-riches qui dirigent le monde. Et qui essayent d'influencer les masses, les peuples, par rapport à leur agenda à eux, financier. Puisque le but des ultra-riches est d'être encore plus riches. Au détriment de tout. Puisque ces gens n'ont pas d'âme, ces gens n'ont pas de morale. Pour eux, ce sont des mots qui n'existent pas. Ces mots-là s'appliquent à nous, puisque nous sommes des êtres humains, doués de conscience. Ces gens-là ne sont plus humains. Ces gens-là sont des entités diaboliques, je ne sais pas comment on peut les nommer, des chétanes. Mais ces gens-là ne sont pas humains, d'accord ? Donc pour en revenir, c'est que le piège, c'est qu'on va se perdre dans la course au matériel, ou à l'image, d'ailleurs, puisqu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, en croyant qu'on va posséder ou qu'on va montrer, être. Malheureusement, beaucoup de gens se perdent là-dedans, entre la différence entre montrer et être. Quelque chose qui nous définit. Mais en fait, non. Déjà, nous ne sommes pas une chose, nous sommes une multitude de choses. Et c'est tout ce qui fait notre humanité. C'est que nous sommes absolument complexes, indéfinissables d'une certaine manière. Et chacun d'entre nous est indéfinissable. Puisque, nous sommes ombre et lumière, hein, nous sommes noir et blanc. Il y a tout ce mélange à l'intérieur de nous. Nous sommes gentils et méchants. Nous sommes indéfinissables, vraiment. Alors après, on a appris à se définir, je suis gentille, bienveillante, rigolote, etc. Et ouais, mais des fois, je fais trop la gueule. Enfin bon, bref, je m'évade, mais... Et surtout, en suivant cette espèce de course à l'image, cette course à la consommation, au matériel, eh bien, on perd contact aussi avec nos vrais besoins. On remplace notre discernement, notre capacité à faire des choix, par des impulsions dictées par la publicité, les réseaux, le collectif. Du coup, en fait, on apprend à nos enfants à gérer leurs émotions, mais nous-mêmes, adultes, ne savons pas le faire, puisqu'on craque à la moindre publicité à la con pour un sac à main. Et ben voilà, on va trouver là l'argent, la ressource nécessaire pour... Alors, et surtout, moi, tu vois, qui habite au Koweït, je sais pas si tu sais, mais j'habite au Koweït. Donc, je voyage quand même assez souvent. Donc, déjà, j'y habite. Et puis, je voyage souvent à Dubaï, Qatar, Bahreïn et tout ça, quoi. Et je le vois ici, il y a vraiment ce truc à la consommation. Pour moi, c'est parce qu'on est tellement déconnecté de la nature. Il y a très, très peu de nature. Ici, quoi, dans le GCC, et on est complètement déconnecté de la nature, donc de notre nature, et du coup, ici, c'est abusé, comment c'est la norme d'avoir 2 téléphones, les 2 derniers iPhones, mais d'avoir pour, tu vois, je te disais 2000 balles de fringues, mais ici, c'est si t'en as pour 10 000 balles de matériel, de fringues, de technologie sur toi. Mais c'est abusé. Et
Le Koweït est un des pays les plus consommateurs d'antidépresseurs. Il n'y a pas bonheur en fait. Voilà, tu pourras consommer le plus que tu peux, t'es pété de pognon, tu peux te payer tout ce que tu veux. Posséder le matériel n'a jamais rendu heureux. La preuve, le Koweït est un des plus gros consommateurs d'antidépresseurs dans le monde. Et donc, via l'argent, le fait de pouvoir consommer ne rend pas heureux. Spoiler alerte. Bah non, parce que ce qui rend heureux, selon moi, c'est d'être rempli à l'intérieur. D'être rempli d'amour, de relations sociales, d'échanges, d'expériences. La consommation devient un moyen inconscient de chercher de la sécurité, de l'appartenance, de la reconnaissance. Sauf que le matériel ne t'apporte pas ça. La vraie liberté dans la consommation, c'est choisir ce qui nous nourrit vraiment, d'écouter ses valeurs et ses besoins avant d'acheter, d'apprendre à dire non, comme on apprend à nos putains d'enfants à dire non. Non, tu n'as pas le paquet de bonbons quand on fait les courses au supermarché. Non. Pourquoi ? Parce que c'est pas bon pour toi, parce que c'est plein de sucre, parce qu'on mange dans 1 heure, parce qu'il y a déjà un paquet de bonbons à la maison, enfin voilà, non. Et tant pis, roule-toi par terre, tant pis, t'es pas content, pleure, bah tant pis. Voilà, moi je fais ça pour ton bien. En tant que responsable de toi, je fais ça pour ton bien, pour ta santé, pour ton avenir. Voilà. Donc peut-être que tu as l'impression maintenant que je te fais du mal, mais en fait, je suis en train d'investir dans ton avenir en te disant non. D'accord ? Eh bien là, c'est exactement pareil, la consommation. C'est pourquoi t'en as besoin. Pourquoi est-ce que tu crois que peut-être ça va te rendre trop cool d'avoir le dernier iPhone ? C'est quoi qui se passe derrière ? C'est quoi qu'il y a en sous-marin là-dessous ? Quel besoin n'est pas comblé ? Quelle peur s'affiche ? Et ça, il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Moi, je ne fais que soulever des questions. Rappelle-toi que le discernement, la conscience de tes choix, c'est la clé pour ne pas être emporté par le collectif, par l'opinion, la pensée collective. Et oui, tu vas parfois te retrouver seul, tu vas parfois te retrouver en conflit, tu vas parfois sans doute te disputer avec des membres de ta famille, avec tes collègues, peut-être avec ton mari, mais tu auras défendu ton idée, ton opinion, ta pensée, ta souveraineté, ta liberté. Pour terminer, je dirais que l'expérience qu'a montré Ron Jones à ses élèves en 1967, c'est que c'est pas qu'un phénomène du passé. Aujourd'hui, en 2025, les vagues, elles existent toujours, mais sous d'autres formes. Ce n'est pas moins subtil. C'est exactement la même chose. La politique, par exemple, elle peut nous séduire par ce besoin d'appartenance. Elle nous pousse à défendre des idées qu'on n'avait pas vraiment choisies et à étouffer notre pensée politique et critique. Le développement personnel, lui, ça peut devenir un mouvement où l'on suit des méthodes, des routines à la lettre, sans se demander si ça nous sert vraiment, si ça nous convient vraiment, à nous, personnellement. La consommation, ça fonctionne de la même manière. Ça nous fait courir après un objet ou une image parfaite, comme si posséder ou montrer qu'on possède quelque chose définissait qui nous sommes. Même la spiritualité, quand elle devient une mode ou un impératif, ça t'enferme dans des pratiques que tu adoptes en fait par peur, par besoin de reconnaissance. C'est exactement le même mécanisme que la vague. L'appartenance, la pression sociale, les règles implicites. Et voilà, sans t'en rendre compte, t'es embarqué dans une vague qui n'est pas la tienne. La vraie liberté, c'est de rester éveillé, de discerner, de choisir consciemment la direction de ta propre traversée.